Lorsque l'on pense à l'archéologie grecque, émane de nous alors un sentiment de familiarité. On pense tout de suite au Parthénon, à la victoire de Samothrace ou à la Vénus de Milo. Mais paradoxalement, ces œuvres ne s'inscrivent que sur une période assez courte, allant des années 450 aux années 100 avant Jésus-Christ. Mais l'art grec est un art qui s'étale sur plus de 6000 ans. Il va donc falloir remonter aux temps les plus anciens pour comprendre cet art qui paraît si proche et qui est pourtant si lointain. L'art grec ne doit pas être considéré comme un art trop familier. Certes, c'est une référence universelle pour l'histoire de l'art du XVe jusqu'au début du XXe siècle, mais l'art grec est un phénomène beaucoup plus divers. Ainsi, on peut passer des motifs les plus géométriques et les plus abstraits jusqu'aux figurations les plus précises et les plus narratives. Mais cet ensemble fait partie de ce que l'on appelle l'art grec, qui est beaucoup plus diversifié qu'on ne le croit. Au travers de cette vidéo, vous allez découvrir les principaux mouvements artistiques qui ont traversé la Grèce antique, et ce de manière chronologique. Donc si vous le voulez bien, c'est parti pour une immersion en Grèce antique. Pour commencer, il nous faut parler de la période préhellénique. Cette période est la plus ancienne et la plus longue de l'art grec. Elle s'écoule de 6500 à 1000 avant notre ère, soit durant le néolithique et l'âge du bronze, lorsque des populations de la mer Égée et de la Turquie se développent et commencent à produire des œuvres d'art. Cependant, ces populations ne parlaient pas encore le grec. On ne peut donc pas parler de civilisation grecque. Néanmoins, les premières traces d'une civilisation développée se trouvent en Thessalie, au nord de Delphes, donc en Grèce continentale. C'est dans cette zone qu'on a retrouvé les premiers objets de cette civilisation, des pots et des tessons en terre cuite. Voici les pots et le tesson du style de Sesclos. On voit sur ce pot un décor géométrique, noir sur un fond clair, dans un style très simple. Généralement, dans l'archéologie, on rassemble des objets possédant des points communs par le nom d'un site ou par des caractéristiques iconographiques. Nous verrons cela plus en détail par la suite. Mais en tout cas, qu'on appelle donc ce style de Sesclos, renvoie au site donc de Sesclos, qui est un site archéologique très riche. Si l'on avance un peu dans le temps, vers les années 3000-2000 avant Jésus-Christ, on se rend compte que la production se diversifie très vite avec l'apparition d'idoles que l'on appelle idoles cycladiques, tout simplement puisqu'elles viennent des Cyclades. Elles aussi sont classées par site et par caractéristiques iconographiques. Il faut noter que toutes ces statuettes ont été retrouvées dans des tombes. On est donc face à un contexte funéraire dans lequel ces statuettes ont pris une place prépondérante. Tel est le cas de l'idole aux bras croisés de la variété de Spédos, donc retrouvée sur le site de Spédos et dont la datation oscille entre les années 2700 et 2000 avant Jésus-Christ. Ces statuettes en marbre sont féminines dans 90% des cas et leurs tailles sont variables, allant de quelques centimètres jusqu'à 1,50 m de haut, et on parle donc davantage de statues. On peut observer quelque chose de très intéressant, le développement d'un canon équilibré composé de 4 parties. La tête et le cou, le buste, les cuisses avec les jambes et les pieds. De ce fait, la tête répond également aux pieds dans un cercle parfaitement rond. Le but des artistes est de rendre les figurines harmonieuses et donc agréables à regarder. Dans l'art grec, les lignes harmonieuses prennent le pas souvent sur la réalité des corps. On ne peut donc pas parler d'un art réaliste, au mieux d'un art naturaliste, lorsque les artistes s'intéresseront à l'inscription des statues dans le mouvement. La civilisation grecque est avant tout la réunion d'une diaspora de peuples assez importante. Les forts troubles civilisationnels de la fin du deuxième millénaire obligent les populations à s'installer sur le continent, en Grèce centrale, en Attique, dans le Péloponnèse et en Thessalie. Les influences dans l'art grec se font sentir, si bien que les motifs géométriques, ainsi qu'une iconographie orientale, se retrouvent sur des céramiques grecques. C'est ce qu'on appelle la période dite du géométrique qui sera suivie par la période dite orientalisante, à l'image de l'Aribal Macmillan, conservé au British Museum et daté des années 630 avant Jésus-Christ.
Son goulot est en forme de tête de lion, gueule ouverte et langue pendante. Ce petit fauve est un motif très prisé en Orient. Par ailleurs, sur l'épaule sont représentées des frises de palmettes et de lotus, autre inspiration orientale. Également présent sur ce vase, des petits hoplites, avec une juxtaposition de guerriers avec un casque rehaussé de rouge. Au registre inférieur, on a des chasseurs poursuivant des loups. À cette même époque, l'observation de la nature est également importante. Cela se voit notamment avec l'aribale plastique en forme de chouette, conservée au Louvre et datant des années 640-620 avant Jésus-Christ. On repère sur cette aribale plastique une observation de la nature prise sur le vif, avec le regard de cette chouette vers nous, ainsi que par le traitement assez précis des plumes de celle-ci. La période archaïque correspond au moment où les Grecs tâchent de surmonter les moments de crise qu'on appelle stasis, qui sévissent durant le dernier tiers du 7e siècle avant Jésus-Christ. Débute alors l'ère des tyrannies. Avec le 6e siècle, on constate une certaine forme de stabilité. Ces régimes, qu'ils soient oligarchiques ou tyranniques, prospèrent et la démographie augmente, ce qui explique les grandes migrations vers d'autres territoires, comme l'Italie, phénomène qu'on appelle la Grande Grèce. Les commandes artistiques, qu'elles soient architecturales, sculpturales ou en rapport avec la céramique, augmentent. Nous ne sommes plus dans une phase d'expérimentation mais davantage dans celle de la codification, avec par exemple la naissance du vase à figure rouge pour la céramique ou alors la prédominance dans la sculpture des couronnes et des corées. Enfin, pour ce qui est de l'architecture, les ordres sont également codifiés. Ordre dorique et ordre ionique. L'ordre dorique est observable dans le Péloponnèse, dans le sud de la Grèce, ponctuellement dans le sud de la mer Égée et dans les colonies de la Grèce de l'Ouest. C'est un ordre considéré, pour reprendre les mots de Vitruve, comme puissant, trapu, massif et sobre. Il apparaît constitué vers 600 avant Jésus-Christ à Olympie, au temple d'Héra, qui était probablement un temple de Zeus à la période précédente. L'ordre ionique semble connaître une gestation plus longue entre la fin du 7e siècle et le premier quart du 6e siècle. Il se développe surtout dans les Cyclades, pour de petits bâtiments luxueux en marbre, et en Grèce de l'Est, avec des temples plus grands comme à Éphèse pouvant mesurer jusqu'à 50 mètres de long. On parle de temple diptère car entouré d'une double colonnade. Le temple d'Artémis à Éphèse est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Il est composé d'une double colonnade avec un pronaos avec 8 colonnes, ce qui provoque un véritable effet de forêt de colonnes. Sur ce temple, l'inspiration égyptienne, avec les grandes salles hypostyles des temples de Luxor et de Karnak, se voit énormément. D'un point de vue sculptural, il existe surtout 2 types de statues qui sont véritablement emblématiques du monde artistique grec à la période archaïque. Le kouros et la Corée. Le kouros est un jeune homme nu. Jambe gauche avancée, bras longs du corps, poings fermés et cheveux longs. À partir de 570 avant Jésus-Christ, il arbore un petit sourire qu'on appelle traditionnellement le sourire archaïque. Ces statues sont beaucoup influencées par l'Égypte, mais ici elles ne comportent pas de piliers dorsaux. Les couroïs sont déposés pour la plupart dans des temples dont la divinité est masculine. C'est donc un ex voto, c'est-à-dire une offrande dédiée à un dieu. Mais certains d'entre eux peuvent décorer la tombe. Ceux-ci sont réservés à l'aristocratie ou aux jeunes gens morts dans la fleur de l'âge. L'exemple le plus fameux est sans doute le kouros de Volomandra, qui date des années 570-560 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de la Corée, elle est vêtue d'un chiton en lin, une tunique fine à plis resserrés et d'un himatium qui lui est en laine, plus épais et plus large. Elle a les cheveux longs, la jambe gauche ou droite avancée, le bras plié ou non pour tenir une offrande. Les règles sont plus souples pour les corails que pour les couroïs. Elles ont une fonction votive, comme les couroïs, mais certaines pouvaient être aussi des marqueurs de tombe. C'est le cas dans les régions d'Athènes. Elles aussi ont un sourire, ce qui permet d'animer les volumes du visage. Mais il y a aussi une fonction très symbolique. Le terme pour désigner les offrandes et les statues est agalma, qui signifie œuvre de joie, œuvre pour réjouir les dieux. Ces statues, couroïs et corails, sourient donc non pas aux hommes, mais aux dieux, pour que l'offrande soit aimable à recevoir.
Les exemples les plus fameux de corail se trouvent sans doute au musée de l'Acropole et datent du 7e siècle et du 6e siècle avant Jésus-Christ. La période classique est sans doute la période la plus emblématique à bien des égards. C'est la période qui a suscité le plus de commentaires lors de la Renaissance. Les dates conventionnelles sont liées à des événements historiques. 480, victoire à la bataille de Salamine contre les Perses ayant pour projet d'envahir les territoires grecs. 323, c'est la mort d'Alexandre le Grand, mettant fin à l'extension du monde grec qui s'étendait jusque dans la vallée de l'Indus. Entre 490 et 480, les conventions de l'art archaïque s'effacent progressivement au profit d'énormes classiques qui seraient dus au choc des guerres médiques. Devant le péril perse, les Grecs ont en effet pris conscience de leur destin et ont préféré à l'art souriant des corails l'art idéalisé classique tel qu'il s'est développé au 5e siècle. La période classique est subdivisée en plusieurs phases. La période préclassique, ou période sévère, entre 480 et 450, ce sont les prémices du classicisme, où les artistes développent un certain nombre de spécificités qu'on ne retrouvera pas plus tard. Le haut classicisme, ou premier classicisme, voire même classicisme parthénonien, il correspond à l'apogée du classicisme, c'est le moment où il est le plus idéalisé, c'est ce qu'on appelle l'art classique au sens strict du terme, c'est une sorte d'âge d'or péricléen. Le maniérisme, dans les années 430 à 370, c'est une période où l'abondance des détails prend son essor, et enfin le second classicisme, entre 370 et 320, c'est une sorte de retour au premier classicisme. À la période préclassique, nous allons avoir une manifestation artistique qu'on appelle style sévère. Nous ne parlons plus de couroï mais des faibles. Le coureau, c'est dans une position qui ne provoque aucune dissymétrie dans la position du bassin et aucune décontraction musculaire. Avec les faibles, nous allons avoir l'apparition d'une pondération qui va peu à peu définir les nouveaux codes de représentation de la figure dans la statuaire grecque. Tel est le cas de l'Apollon de la collection Choiseul-Gouffier. Ces figures se distinguent par la largeur du buste, les épaules horizontales, la composition du jeu de jambes entre jambes libres et jambes portantes. L'inclinaison des hanches due à cette pondération est également un des effets recherchés par cette période préclassique. Les chevelures peuvent rester dans l'influence des statues archaïques, mais certaines commencent à s'en détacher. Cette statue, conservée au British Museum, se distingue particulièrement par de longues mèches ondulantes assez loin sur le front, ceintes par deux tresses qui partent vers la nuque. C'est une coiffure typique du style sévère. Parallèlement à cette statue, d'autres statues vont faire la renommée du monde grec. Tel est l'exemple du discobole de Myron, qui daterait des années 460 à 450 avant Jésus-Christ, et dont la plus belle des copies est conservée à Rome. C'est une copie romaine d'un original en bronze attribué au sculpteur Myron. Les Grecs, en effet, pour la plupart des statues, faisaient leurs statues en bronze et non en marbre. Les copies en marbre que nous voyons dans nos musées actuellement ne sont en fait que le reflet d'originaux en bronze ayant disparu sans doute lors des conquêtes romaines du 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette statue, en l'occurrence, représente un athlète en nudité athlétique qui s'apprête à lancer son disque. Dans cette statue, nous retrouvons également une caractéristique de la période pré-hellénique, un goût pour la géométrie afin de rendre l'œuvre agréable à l'œil. Le premier classicisme est considéré comme un âge d'or dans la sculpture grecque. L'hégémonie d'Athènes est à son paroxysme, avec à sa tête le stratège Périclès, qui entreprend la construction du plus célèbre des monuments de Grèce antique, le Parthénon, bâti entre 447 et 432 avant Jésus-Christ. Il a été conçu, pour ce qui est de son architecture, par les architectes Iktinos et Callicrates. Pour ce qui est du décor, il est chargé à un seul homme, plutôt un seul concepteur, Phidias, qui réalise également la statue
chryséléphantine, donc en or et en ivoire, qui se trouve à l'intérieur du Parthénon. L'Athéna Parthénos, qui est dédicacée en 438 avant Jésus-Christ. Ce décor s'organise autour des métopes et des triglyphes, donc d'une architecture dorique, mais également d'une architecture ionique derrière la colonnade, au sommet du sécos. En ce qui concerne le décor dorique, donc cette alternance de triglyphes et de métopes, les métopes sont décorées en 4 zones bien distinctes qui correspondent aux 4 points cardinaux. Un groupe de métopes représente une amazonomachie, un combat contre les Amazones, une gigantomachie, un combat contre les géants, une Iliopersis, c'est-à-dire le sac de Troie, et une centauromachie, un combat contre les Perses. S'ajoute à cela la grande frise des Panathénées qui représente une procession dans la ville d'Athènes en l'honneur d'Athéna. Cette frise est donc située au sommet du sécos et correspond à un décor ionique. Contrairement aux idées reçues, le Parthénon n'est pas un temple. C'est en réalité l'écrin d'une statue monumentale, l'Athéna Parthénos. Pour résumer, le décor du Parthénon s'organise autour de 3 grands projets. Les métopes, considérés comme étant l'héritage de la période sévère. La frise des Panathénées, considérée comme étant véritablement un exemple de la période classique, de cet âge d'or de la sculpture grecque avec des figures très idéalisées, des drapés très conventionnels, et le maniérisme, la période qui va suivre, qui correspond, elle, à un travail plus abouti au niveau des plis et qui correspond donc au travail effectué sur les statues du fronton. Déjà évoqué précédemment, le maniérisme est avant tout un effet ornemental dont l'exemple le plus connu est sans doute la Nikkée à la sandale, datée des années 409-406 avant Jésus-Christ et conservée au musée de l'Acropole. On observe en effet ici un effet de drapé mouillé qui révèle finalement le corps plus que ce qu'il ne le cache, avec une sensualité très mise en valeur et qui met en scène le volume des seins, du ventre, ainsi qu'un pli au niveau du nombril. La figure se positionne dans un 3/4, avec un genou de la jambe droite formant un angle droit, position de la jambe contrebalancée par les ailes de la déesse, et des volumes d'épaules et des seins formant des courbes qui aboutissent au genou. Ce relief est attribué à Agoracrite, élève le plus talentueux de Phidias. Le second classicisme, lui, fait référence au premier classicisme. Les artistes grecs assimilent les leçons du premier classicisme et les reformulent de diverses manières avec une expression du sentiment faisant partie des recherches des artistes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons donc une continuité avec une certaine forme de reformulation. Les artistes sont nombreux. On peut notamment citer Léocarès, Praxitèle ou Scopas qui se sont chacun à leur manière illustrés. Néanmoins, un va particulièrement attirer notre attention pour ses recherches poussées sur la pondération. Cet artiste, c'est Lysippe. Avec lui, cette dernière se voit à son extrême. Nous pouvons l'observer sur un bronze représentant Alexandre le Grand, dont un exemplaire, de plus petite taille, est conservé au Louvre. Il nous provient d'Égypte et est daté des années 320-310 avant Jésus-Christ. Ici est donc représenté Alexandre, en pied, en nudité héroïque. On reconnaît bien Alexandre à sa chevelure léonine, avec son anastolé, un épi au sommet de son front, qui organise toute la chevelure. Nous avons donc un véritable équilibre entre quelques détails physiques et une idéalisation de certains traits. C'est l'invention du portrait royal, qui sera repris à l'époque hellénistique. Finalement, les conventions du portrait royal occidental ont été inventées par Lysippe. Durant la période hellénique, les centres urbains se multiplient et s'ornent de parures architecturales somptueuses pour servir la gloire des souverains.
Il est difficile de classer la sculpture hellénistique. La datation de chaque œuvre se fait également avec des pincettes. Les styles ne se succèdent pas régulièrement comme à l'époque classique. Les grandes commandes sont passées à des artistes qui choisissent un style. Souvent, ce style est gage de symbolique. Soit les artistes rompent avec l'art classique, soit, au contraire, ils renouent avec le classicisme. Pour commencer, attardons-nous sur le baroque hellénistique, et pour cela, étudions une œuvre des plus connues, la Victoire de Samothrace, conservée au musée du Louvre et datant du IIIe ou IIe siècle avant Jésus-Christ. La sculpture est en deux parties, la niquée et la proue du navire. Elle est assez lacunaire puisque la tête et les bras n'ont pas été retrouvés. Seule la main droite de la statue a été retrouvée. La proue l'est également puisqu'il lui manque des blocs. On constate toute la maîtrise des Grecs pour l'agencement des blocs car il n'y a aucune trace de ciment. C'est d'ailleurs le poids de la statue qui permet l'élévation de certains blocs. Pourquoi est-elle typique de ce style ? Ce style est avant tout une exacerbation de la monumentalité et de la théâtralité. Or, lorsque nous observons la statue sous son bon angle, le triangle dessiné par les jambes et remontant jusqu'au sein permet de voir tous ces effets. Le dynamisme est aussi un élément important dans ce style. Ce dynamisme se voit dans le moment figuré. La victoire arrive, pose un pied. L'autre est toujours hors sol, sur un pont de navire, avec une fine tunique et un manteau qui se détachent et qu'il tient par un effet du vent et la rapidité du mouvement. Il y a donc un effet d'instantanéité. La victoire arrive pour déclarer la victoire. Le rococo hellénistique, lui, est un style jouant sur les scènes de mythologie galante qui pouvaient avoir une portée religieuse ou philosophique, ou simplement susciter la surprise. Néanmoins, la plupart de ces scènes ont des connotations plus érotiques et de séduction qu'autre chose. Nous pouvons également voir des personnages frappés de difformité, bossus ou grimaçants. C'est une sorte de laideur idéale très différente du classicisme. L'exemple le plus connu se trouve au Louvre. C'est un hermaphrodite endormi, dont le coussin a été fait beaucoup plus tardivement par le Bernin. L'original, lui, daterait de la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Hermaphrodite est l'enfant d'Hermès et d'Aphrodite, comme son nom l'indique. L'œuvre est conçue pour être appréciée en deux temps. Dans un premier temps, nous observons une femme nue et allongée sur un manteau, dans une attitude lascive. Puis, dans un second temps, l'effet de surprise se fait par la découverte du sexe masculin. La tridimensionnalité de l'œuvre et la théâtralité sont typiques de la période hellénistique, alors que le côté amusant, voire presque provoquant, est typiquement rococo. Enfin, le dernier style, qui abat les frontières entre art grec et art romain, est un style qu'on appelle rétrospectif. Il fait référence au classicisme, premier classicisme et second classicisme. L'exemple le plus connu, restons au Louvre, est la Vénus de Milo. Son visage idéalisé n'est pas sans rappeler les visages idéalisés du Parthénon, avec ses arcades sourcilières nettes, ce nez droit, ses pommettes saillantes et cet épiderme légèrement marqué sous l'ossature. La présence également d'un corps très idéalisé en partie supérieure, au niveau donc du buste, la partie inférieure étant drapée, avec un drapé finalement assez conventionnel, on n'est pas dans un drapé qui vole au vent à la manière de la Victoire de Samothrace, à la manière du baroque hellénistique, mais davantage dans un drapé conventionnel reprenant l'esthétique du premier classicisme, bien avant les effets ornementaux du maniérisme. Donc finalement, même si l'art grec est cité comme référence à la Renaissance, et ce jusqu'à l'époque néoclassique, donc fin 19e siècle, c'est en réalité l'art classique qui est pris pour exemple, et surtout pour résumer cet art. Or pendant plus de 1000 ans, l'art grec n'est pas un art classique, mais plutôt une multitude d'essais, d'expériences, aboutissant à un art aussi divers que varié. Cet art varié a lui aussi inspiré les grands artistes contemporains tels que Giacometti avec les idoles cycladiques par exemple. Il faut donc concevoir cet art grec comme un tout, qui aujourd'hui encore influence ce qui nous entoure.
Oui, alors vous l'auriez remarqué, cette vidéo a été écrite et dictée par une autre personne. J'ai nommé Raphaël Papillon, un élève à l'école du Louvre, féru d'art, notamment antique. Donc si vous avez aimé ce thème ou que tout simplement vous souhaitez le retrouver autre part, sachez qu'il a un superbe compte Instagram où il poste en story ou en post normal des photos inédites et bien d'autres choses. Bref, je le remercie mais du fond du cœur pour sa formidable participation. Il aura complété avec brio le documentaire que nous avons fait il y a de ça quelques mois maintenant. Et sur ce, je vous spoil le prochain épisode qui sera sur